Salut, bienvenue sur Mediapart. عمر في حد سمعني هان يا عمر نور نور يلا نطلع من هان يلا يا نور نور حس انه بابا عايش ها نور يلا خلينا نطلع من هان بابا ايه؟ انا عارف انه عايش بس بكره بنرجع وعد غير بكره نرجع. À l'heure où Israël bombarde Rafah, la ville refuge pour plus d'1,5 million de Palestiniens, je vous parle d'un projet fou dont sont issues les images exceptionnelles que vous venez de voir. Ground Zero, 20 courts-métrages tournés dans le chaos de la guerre par des artistes palestiniens à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Prouesse cinématographique autant que besoin vital de documenter une guerre à huis clos alors qu'Israël interdit le territoire aux journalistes étrangers. Ground Zero entend rendre audible la parole des habitants de Gaza et garder la trace de ce qui est vécu depuis 7 mois. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission de Mediapart. Ce témoignage hors norme, croisant les regards de 20 cinéastes pendant 90 minutes, est porté par l'un des plus importants cinéastes de la diaspora palestinienne, le réalisateur Rachid Macharaoui, un enfant de Gaza qui dit « filmer, c'est exister ». Il est dans notre studio et c'est une joie de le recevoir. Oui. Bonjour Rachid Macharaoui. Merci pour ce détour par Mediapart avant de rejoindre Cannes où le Gotha mondial du cinéma a rendez-vous. Ground Zero ne sera pas diffusé au Festival de Cannes. Vous espériez qu'il le soit, c'est plus qu'une déception. Nous allons en parler avec celle qui vous accompagne dans cette incroyable aventure, la productrice indépendante Laura Nikolov. Bonjour. 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 Merci à vous également d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et directrice de Co-Origine qui soutient Ground Zero avec le fonds Macharaoui créé pour l'événement. J'ai choisi d'ouvrir notre émission avec un extrait de Nos Signal, un court-métrage réalisé par l'un des 20 cinéastes de Ground Zero, Mohamed Al-Sharif. Il raconte la quête d'une enfant pour retrouver avec son oncle, son père, sous les décombres. Selon le dernier décompte du Hamas, 35 091 personnes sont mortes à Gaza depuis le 7 octobre, majoritairement des civils, des femmes et des enfants. Un chiffre sous-estimé selon plusieurs ONG, car il n'intègre pas les milliers de corps ensevelis sous les décombres, comme le père de Nour. Au 4e mois de guerre, les bombes israéliennes avaient tué plus de 13 000 enfants. C'est plus que le nombre d'enfants tués en 4 ans de conflit à travers le monde, selon les Nations Unies. Nous sommes aujourd'hui au 7e mois de guerre. Le système de soins est à quelques heures de l'effondrement, selon le ministère de la Santé contrôlé par le mouvement islamiste palestinien. Plus de la moitié de la population de Gaza a été déplacée et s'est réfugiée dans le sud à Rafah, désormais sous les bombes. La famine est une réalité pour de plus en plus de familles, au nord comme au sud. Rachid, je l'ai dit, vous êtes né à Gaza. Vos parents, originaires de Jaffa, s'y étaient réfugiés. Quelles sont les nouvelles de vos proches? Comment vont-ils? Vous savez, c'est très difficile. Nous sommes deux grandes familles, nous vivons à plusieurs endroits dans Gaza et tout le monde a été touché par cette guerre, et moi aussi. Et si je compare à d'autres, finalement, nous ne nous en sortons pas si mal. J'ai perdu mon seul oncle dans cette guerre, peut-être aussi le fils de ma sœur et aussi sa femme. C'est à peu près une vingtaine de personnes de ma famille qui ont été tuées dans cette guerre. Et puis quand vous voyez qu'il y a plus de 35 000 martyrs, avec plus d'1 million de réfugiés, et qu'il y a peut-être 10 000 personnes sous les décombres de leurs bâtiments. Donc vous imaginez bien que c'est tous les Palestiniens de Gaza qui ont été touchés dans cette guerre, moi compris. Et vous, comment allez-vous, Rachid Macharaoui? Vous voyagez beaucoup, mais vous dites « ma tête est à Gaza ».
Vous savez, tout le temps, moi, j'essaye d'avoir de l'espoir. Tout le temps, j'essaye de continuer. Et peut-être que ça m'a aidé personnellement, d'ailleurs, de mettre toute mon énergie dans ce film, Ground Zero. Parce que ainsi, je ne suis pas juste assis à regarder, à pleurer devant les informations. J'ai le sentiment de faire quelque chose. Je suis actif, donc ça m'aide. En général, c'est pas possible de vous dégager de ce qui se passe au quotidien à Gaza, surtout quand vous travaillez avec un grand nombre de gens. À partir du moment où je travaille avec 20 réalisateurs et que chaque réalisateur travaille lui-même avec 5 autres personnes, je suis en contact avec une centaine de familles, j'entends leurs histoires. Je suis immergé dans leur vie. J'essaye d'aider, de les soutenir, pas juste pour tourner les films, mais pour faire toutes les choses de leur vie personnelle. Donc je suis complètement impliqué. Qu'est-ce qui vous a convaincu de lancer cet incroyable projet Ground Zero dans un temps de guerre où tout est difficile, survivre est difficile, alors filmer le quotidien, ça l'est encore plus? Vous savez, de façon générale, je pense que nous devons vraiment faire sortir l'histoire vraie de Gaza. Il faut faire sortir la vérité de Gaza. Parce que tous les médias, les télévisions, les informations, tout ce qu'ils montrent chaque jour, particulièrement ces derniers mois, ce n'est pas exactement tout ce qui se passe là-bas. Donc, nous regardons cette réalité et nous racontons ces histoires. Et aussi, c'était important pour moi et l'équipe qui a travaillé avec moi de faire un projet artistique, un cinéma de grande qualité. Parce que nous croyons que c'est aussi ce qui permet de raconter nos histoires, que nos histoires soient dites sur les chaînes de télévision, dans de bons festivals. Il faut faire en sorte que ce soit du cinéma. Ce sont des images très importantes de Gaza, parce que les gens pensent qu'ils savent en regardant les informations. Mais vous savez, c'est toujours pareil, les informations, ça ne garde pas la mémoire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, dès le lendemain, c'est déjà de l'histoire. Mais le cinéma a le pouvoir de protéger la mémoire. Donc ce projet, il va aussi aider à garder la mémoire de cette guerre. Qu'est-ce qui vous a convaincu, Laura Nikolov, de vous embarquer dans cette aventure, sachant que vous vous connaissiez auparavant avec Rachid Macharaoui? Oui, en fait, on était en train de finir son prochain long-métrage, Songe, quand la guerre a commencé. C'était très difficile pour Rachid et il fallait faire quelque chose, en fait. C'est venu un peu naturellement, il y a eu différentes idées, et puis quand ce projet est venu, effectivement, c'est un projet fou, mais c'est justement parce qu'il est fou qu'il pouvait marcher, et puis on a commencé à le lancer, à voir qui pouvait être autour de nous pour le faire, comment ça pouvait se passer, et puis on a avancé comme ça, au fur et à mesure. Bon, il y a plein de choses qui arrivent et il faut les gérer de loin. Et comment on s'assure de la faisabilité de ces films dans ce contexte de guerre? On en a fait tourner un peu plus, on en a prévu un peu plus aussi que ce qu'on avait que le projet qui doit faire 20 films, voilà, au cas où certains ne puissent pas être faits. Et c'est de la débrouille, quoi. À distance, il y a l'histoire des panneaux solaires pour arriver à avoir l'électricité pour pas qu'ils attendent 24 heures entre le rechargement de 2 ordinateurs. Parfois, on s'est retrouvés dans des situations où Rachid, depuis le bureau, savait le mieux qui était où. Donc, pouvait dire, non, mais va là, fais ci, fais ça. C'est sûr que c'est un petit peu dément comme en termes de matériel sur place, certains ont du matériel et donc ils se sont prêtés le matériel entre eux, parce que bien sûr on ne peut pas faire entrer de choses là-bas. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Il y a Hanan, notamment la réalisatrice de No. Elle a perdu tout. Ahmed Assouna, le réalisateur de Sorry Cinema, c'est pareil, il a perdu beaucoup de matériel. Ça se sent dans les films, notamment au niveau du son. On ne peut pas avoir les prises de son normales, la lumière, ils ont éclairé au portable, les scènes, voilà.
Mais nous, derrière notre boulot aussi en post-prod, avec toute l'équipe à Rennes, c'est de pallier ça, c'est de faire en sorte que ça marche, que ça fonctionne. Et c'est le bruit des bombes, le bourdonnement des... Oui, ça qui... Oui. Alors des ça, drones. C'est le drone. Ça, c'est un sacré problème technique. On a une super ingé son. Ils ont inventé plein de techniques aussi. Ils nous ont appris plein de choses. Donc, par exemple, pour enregistrer leur voix, ils se mettent dans des placards qui calfeutrent avec des coussins ou des couvertures pour essayer de couper le son. C'est que des trucs faits comme ça avec de la débrouille. Pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, et avec la bonne volonté de tout le monde, on y arrive. Des fois, ils n'ont pas pu faire tous les plans qu'ils voulaient, c'est pas grave. Nous, au montage, derrière, on sait ce qu'ils veulent faire, on connaît l'intention, donc on propose des choses aussi, quoi. On est là pour ça. Alors, Ground Zero est saisissant parce qu'il montre comment la survie s'organise sous les bombes, dans le désespoir, mais aussi l'espoir. J'ai sélectionné les extraits de 4 films qui montrent différentes facettes du quotidien à Gaza. Le premier, Selfie, de la réalisatrice Rima Mahmoud, est bouleversant. Elle craint de mourir et elle lègue sa vie au monde dans une bouteille qu'elle jette à la mer, dans la mer de Gaza. À l'intérieur, elle met une lettre et une clé USB qui raconte sa vie. Je vous propose de regarder un extrait. أبدأ صباحي بالوقوف في طابور حمام عام خصص للنساء أستمع إلى قصص تلك النازحات أثناء الانتظار ثم أعود إلى خيمتي أضع القليل من مصاحيق التجميل علها تخفي علامات التعب والأرق. Le besoin de documenter la guerre à Gaza apparaît vital, comme ici avec Rima Mahmoud. C'est aussi un enjeu de dignité qui transparaît, je trouve, dans tout le projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Rachid Macharaoui? Yes, I agree with you. Oui, je suis d'accord avec vous. Et par exemple, Rima Mahmoud, elle voulait vraiment faire un film personnel sur elle-même, pas juste en tant que réalisatrice, pas juste en tant que palestinienne dans la guerre, mais aussi en tant que femme. En fait, chaque jour, elle manquait de produits nécessaires à une femme. Et c'était très important. Et donc aussi, dans ce film, elle a essayé de décrire combien elle se manque à elle-même en tant que femme. Et c'était important pour moi de sélectionner son film et d'entendre son histoire. En plus de tout cela, il n'y a pas d'espace sûr à Gaza. Elle pouvait être attaquée pendant la guerre, elle pouvait être tuée à tout moment en tournant ce film, parce qu'il n'y a pas d'espace sûr. Donc son idée à elle, c'était de dire « Ok, je vais écrire cette histoire, je vais faire cette histoire, et puis je vais la mettre dans une bouteille et la jeter dans la mer de Gaza. » Et c'était très proche de ce qu'elle ressentait, et c'est ça que vous pouvez voir dans le film. Pour vous, c'était important en tant que productrice de rendre audibles ces voix de Gaza? Oui, donner la parole aux autres et surtout que ce soit le regard de ceux qui vivent la situation. Enfin, je pense que c'est un basique, une base. Ça devait venir de l'intérieur, quoi. Parce que au moment où on a commencé à voir le projet, on pouvait recevoir plein d'images qui étaient terribles, mais c'est vrai qu'il y avait ça manquait de ce point de vue de l'intérieur, vraiment. Ça manquait aussi de savoir vraiment ce que c'est que la vie quotidienne, les espoirs, tout ça. Et c'était vraiment important de te faire sortir ça de Gaza, quoi. Alors, un autre point de vue de l'intérieur, c'est celui de Tamer Najim, qui a consacré son film au fil d'attente pour, au quotidien, obtenir du pain, trouver des toilettes, trouver de l'eau, recharger son téléphone. Il raconte, c'est le périple quotidien d'un enseignant qui est déplacé d'une file d'attente à l'autre. On regarde un extrait. خلاص بلاش هالخبز اليوم ما منه.
Ces images illustrent le calvaire des habitants de Gaza, et je pense tout particulièrement à ceux de Rafah aujourd'hui, qui sont plus d'1,5 million à s'entasser dans la ville, et une partie d'entre eux est contrainte de fuir. Est-ce que vous avez déjà connu cela, Rachid Macharaoui? Quelle situation? I know the situation, oui, je connais bien cette situation parce que j'ai déjà vécu différentes guerres à Gaza. J'ai filmé et fait des documentaires aussi dans de telles situations. À plusieurs reprises, je filmais sous les bombes. En 1987, pendant la première intifada, je pense qu'à certains moments, j'étais la seule caméra à Gaza. Le seul, en tout cas, qui pouvait rapporter de l'extérieur de quoi filmer dans Gaza. À propos du film de Tamer Najim sur le professeur, ce que j'aime beaucoup dans ce film, d'ailleurs, il est filmé à Rafah, et il prend exemple de ce professeur. En fait, il raconte l'histoire de tous les réfugiés de Rafah, parce qu'à Rafah, tout le monde passe sa journée à chercher de l'eau, à chercher de la nourriture, à tenter de charger son téléphone. Ils recherchent des endroits où on va leur donner de quoi survivre. Et d'ailleurs, si vous regardez le film en entier, ce film qui s'appelle Le Teacher, en fait, vous comprenez que ce film, c'est aussi un film sur la dignité. Parce que ce professeur, finalement, quand il se retrouve sans eau, sans nourriture, sans pain, sans même la possibilité de charger son portable, il rencontre un de ses élèves. Et l'élève lui dit « Vous êtes mon professeur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous aider. » Et là, il dit « Non, ça va, j'ai ce qu'il faut, tout va bien pour moi. Et si vous avez besoin de moi, alors je peux vous aider. » Et donc ça aussi, c'est sur la dignité des gens de Gaza, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation, ils se retrouvent dans cette situation. Ce ne sont pas des gens pauvres, vous savez, normalement, Gaza ne ressemble pas à ça. Tout ça, c'est le résultat de cette catastrophe. Quelle est la situation aujourd'hui des 20 cinéastes qui participent à Ground Zero? Je vous pose cette question parce que Tamer Najim a été évacué de Rafah, il a réussi à sortir de l'enfer, mais il n'a pas pu aller au-delà de la frontière égyptienne. J'en ai des frissons juste à penser à cette histoire, parce que je trouve que c'est complètement incroyable. Non seulement il est sorti, il est allé jusqu'à l'aéroport du Caire, je lui avais pris un billet d'avion, il n'a pas été accepté à entrer dans l'avion, donc ils lui ont refusé de pouvoir partir. Sous quel prétexte a été invoqué? Le prétexte était que, en fait, il a une partie de ses papiers qu'on brûlait, qu'il a perdu, mais il avait quand même lancé une procédure de renouvellement d'un passeport. Il avait entre-temps juste un laissez-passer et sa carte d'identité italienne, parce qu'il a la double nationalité. Mais du coup, en Italie, au ministère de l'Intérieur, ils ont dit non. Ils ont dit non plusieurs fois, et voilà, ce prétexte qu'ils ne faisaient pas, je ne sais plus comment ils ont dit, qu'ils ne faisaient pas de cause humanitaire, un truc comme ça, ils ne l'ont pas laissé monter dans l'avion, et du coup, les Égyptiens ne veulent pas non plus l'accueillir sur leur territoire, donc il a été renvoyé à Rafah, et là, il a appelé juste avant l'émission. Il est à la bordure égyptienne, il est toujours en Égypte, et plus rien n'entre et ne sort là. Enfin, donc, on ne sait pas. On ne sait pas. On cherche, on passe des coups de téléphone, on essaie de trouver une solution. On ne sait pas du tout ce qui va se passer pour lui. Et pour les autres réalisateurs et réalisatrices, qu'est-ce qui se passe? C'est très différent, parce que donc, ils sont un petit peu éparpillés. On en a un qui est à Gaza City. Alors lui, il est complètement assiégé dans le siège, parce que c'est compliqué d'aller là-bas. Même de lui faire parvenir des sous, du matériel, c'est hyper compliqué. C'est Ahmed Hassouna, on va parler de lui. Ça doit après passer par 3 personnes, qui se passent des trucs, des fois c'est dangereux, etc. Enfin, ça. Ceux qui étaient... Alors, on avait à Rafah, donc là, on attend un peu les nouvelles. Certains ont commencé à bouger. Certains, d'ailleurs, avaient bougé dans une ville. Tell me the name. La ville où ils ont... Where's Ahmed Hassouna? Where is Yafa? Yafa, Deir el-Balah. Voilà, et donc ils avaient rebougé là, et puis cette zone-là, elle a été bombardée, alors que c'était pas annoncé. Du coup, en ce moment, c'est un petit peu compliqué.
Et depuis le début du projet, c'est ce stress, quoi, permanence. Des fois, quand le téléphone sonne à 2h du mat', on se dit merde, il s'est passé un truc, quoi. Un stress très important, c'est trouver de l'eau à Gaza. La denrée est devenue extrêmement rare et pourtant elle est essentielle à la vie. On va regarder un extrait de Recycle de Rabab Khamis qui donne à voir l'extrême dénuement dans lequel est plongée la population gazaoui. On suit une famille de 5 réfugiés qui vit sur le toit d'un vieil immeuble et qui réutilise plusieurs fois son eau, tant celle-ci, je vous l'ai dit, est devenue rare. Les habitants de Gaza ont de plus en plus de difficultés à avoir accès à de l'eau potable propre, principalement en raison de la destruction des puits et des usines de traitement lors du conflit, avec des conséquences sanitaires désastreuses. Israël mène aussi une guerre de l'eau à Gaza, mais aussi dans les territoires, dans tous les territoires occupés, je pense à la Cisjordanie. Oui, en fait, vous savez, c'est une très longue histoire depuis de nombreuses années. Ce sujet a même été examiné par des cours de justice internationale sur les droits humains. Il y a même eu des tribunaux spécialisés sur l'eau. Parce que depuis qu'Israël occupe nos territoires, ils occupent aussi l'eau. Bien avant cette guerre-ci, il y a eu ce problème de l'eau. Ça dure depuis si longtemps. J'ai même fait un documentaire sur l'eau il y a quelques années. En fait, il n'y a pas assez d'eau pour Gaza. Même quand vous creusez le sol pour aller chercher de l'eau, eh bien, il y a l'eau de la mer qui rentre et donc vous avez de l'eau salée. À Gaza, ils n'ont pas assez de machines pour faire de l'eau douce, de l'eau qui puisse être bue. Donc cette histoire de l'eau, c'est un sujet très très difficile à cause de l'occupation israélienne, depuis de très nombreuses années en réalité. Et dans ce film très simple qui s'appelle Recycle, on voit cette femme, elle réutilise la même eau 5 fois. 5 fois, il l'utilise pour boire, pour se doucher, pour la cuisine, pour laver le sol. C'est la même eau, exactement la même eau qui peut servir pour les toilettes aussi. Et d'ailleurs servir aussi à beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui est puissant dans ce film. Parce que ce que les gens demandent maintenant, ils demandent de l'eau. Pour boire, pour cuisiner, pour prendre une douche, pour n'importe quoi d'autre. Vraiment, tout ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Personne ne devrait être confronté à ça. L'eau devrait être là, c'est tout. Et elle n'est pas là. À travers la collection de films, on voit bien comme quoi tous ces gestes de la vie quotidienne, eh ben, ils sont compliqués, ils ne sont pas simples du tout, en fait. Tout est une épreuve, un questionnement, parce qu'il faut trouver tout, il faut trouver le bois pour chauffer, il faut trouver l'eau pour tout, qui sert à tout, pour s'habiller aussi, parce qu'ils sont partis, ils n'avaient rien, en fait. Donc, il y a tout, les moindres trucs de la vie quotidienne de base. Et il faut se battre pour trouver de la nourriture. De plus en plus de familles à Gaza sont aujourd'hui touchées par la famine. Sorry Cinema de Ahmed Hassouna, un réalisateur assiégé et bombardé dans le nord de Gaza, vous l'avez dit, nous montre la course pour rester en vie, la quête pour se nourrir et être en sécurité avec sa famille. On le voit notamment courir après les camions et les avions humanitaires qui larguent des colis alimentaires.
J'aimerais mettre cet extrait en miroir avec des images glaçantes. Le saccage de l'aide alimentaire par des colons extrémistes juifs. C'était hier à la frontière de Gaza. Qu'est-ce que ces images provoquent en vous, Rachid Macharaoui? En fait, ça montre que c'est pas seulement Gaza le problème. Parce que les gens pensent que tous ces problèmes ont commencé le 7 octobre. À cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ensuite, la réaction d'Israël qui a été de faire ce qu'ils font, ce génocide à Gaza. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Les gens doivent savoir que cette guerre, ce qui se passe, ça a débuté depuis de très nombreuses années, depuis 1948. En fait, ça fait 76 ans que nous avons affaire à cela. C'est pas juste à Gaza qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu en Cisjordanie, à Jérusalem. Tant que ces colons, chaque jour, agissent contre les Palestiniens pour arrêter l'aide humanitaire pour Gaza, arrêter l'eau pour incendier les maisons, empêcher les gens de prier à Jérusalem, il n'y aura pas de cessez-le-feu dans toute la Palestine. Tout ça montre encore que notre problème, c'est pas que l'armée israélienne nous attaque à Gaza. En fait, notre problème, c'est qu'ils se battent contre notre existence même dans toute la région. Et maintenant, j'aimerais dire fortement quelque chose. Vous savez pourquoi les films sont importants? Ils le sont parce que les films, ils parlent des racines, de l'histoire, de l'art, de la culture, de l'identité. Et si vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas de futur dans cette région. Et les films, ils se penchent sur cette histoire des racines. Nous avons nos racines là-bas, ils n'ont pas les leurs, parce que qu'est-ce que c'est qu'un État né en 1948 48, c'était il y a quelques années. Donc je n'ai pas peur sur la question de notre existence en tant que Palestiniens en Palestine. Mais s'ils veulent vraiment être avec nous, rester, vivre ici, faire un État israélien, qu'ils n'ont pas encore fait d'après moi. Ils ont essayé, mais ça n'a pas encore marché. S'ils le veulent, alors on peut vivre ensemble. On pourrait être deux États voisins, mais avec de la liberté, sans occupation, avec de la dignité, pour qu'on partage, on se met tous d'accord. Même l'autorité palestinienne serait d'accord. On veut juste vivre normalement, comme les autres. Et encore une fois, voir ces scènes, ce que les colons ont fait à l'aide pour Gaza, ça montre que nous sommes loin de nos rêves de vivre tous en paix. On en est là. Laura Nicolas, vous souhaitez ajouter quelque chose au propos de Rachid Macharaoui? Il a dit beaucoup de choses. Non, enfin, c'est des images qui sont assez glaçantes, mais elles reflètent, je pense, assez bien ce qu'est l'État sioniste israélien pour autoriser ça. Il n'y a pas de génocide dans la bande de Gaza, mais Israël doit faire plus pour épargner les civils. C'est ce qu'a affirmé hier Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden. Les États-Unis sont l'allié historique d'Israël, le pays qui fournit bombes et munitions. Qu'est-ce que vous inspire ces débats en Occident autour de la notion de génocide, Rachid Macharaoui? Oui, j'ai entendu cette déclaration des Américains à propos du génocide. Vous savez, si ce n'est pas un génocide, moi je ne sais pas vraiment comment on peut l'appeler. Une fois que vous avez ce nombre de gens tués en si peu de temps, vous avez tant de réfugiés, vous avez tout ce qui se passe en Cisjordanie, tout ça n'a qu'un nom, c'est un génocide. Ça ne peut pas être quelque chose d'autre, en tout cas pour moi. Et je suis un témoin de cela. Vous savez, je pense avec tristesse à ma famille qui vivait à Jaffa avant 1948.
Jaffa, c'est devenu Tel Aviv. Ils ont englobé Jaffa dans la municipalité de Tel Aviv. Donc moi, je suis né réfugié d'une famille réfugiée de Jaffa à Gaza. Et depuis tout ce temps, ils essaient de dire une chose: toute cette terre, c'est la nôtre, et ils ne veulent y voir aucun Palestinien. Mais je pense qu'ils ont tort, parce que même si nous, en tant que Palestiniens, on n'est pas très bons politiquement, économiquement ou militairement, la terre de Palestine, elle dit: ce peuple m'appartient, et elle parle de nous. Donc, ils ne peuvent pas se battre contre la terre, contre la mer, contre notre mémoire, contre l'histoire, contre les rêves, même contre les montagnes, parce que tout ça nous appartient. Donc, on perd du temps, beaucoup de gens aussi. On souffre beaucoup pour une guerre qu'ils ne gagneront jamais. C'est impossible. Ils peuvent recevoir tout le soutien américain, européen, même arabe pour nous attaquer. Ils peuvent nous tuer. Mais ils ne peuvent pas finir l'histoire palestinienne, c'est impossible. Alors, Ground Zero rassemble des films très durs, on en a vu plusieurs extraits, mais il rassemble aussi des bouffées d'oxygène, des pulsions de vie. Je pense à No, de la réalisatrice Anna Awad, où la ville emporte, où l'on chante les jours heureux qui reviendront. عشان هيك لما قررت أعمل فيلمي الوحيد بالحرب هو الفيلم يكون عن ناس بيشبهوني فاخترتكم انتو. اسمع، أكتر أغنية كنتوا بتحسوا إنها بتعبر عن الحب والأمل هي اللي بدنا نغنيها هلا. يلا وبكرة الحزن بننساها وبتعدي والضحك الحلو حنشوف أكيد اتفائل حاول وودي الأيام الحلوة حترجع بالتأكيد اللي فاترمي وراك لسه قدامك أيام وسنين. Oublier et tenter d'être serein, dit la chanson. Vous y parvenez, Rachid Macharaoui? It's beautiful. Oui, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce film. J'aime quand il y a de l'espoir. J'aime quand les gens pensent à demain. Les gens se soutiennent pour transmettre tout cela. Alors vraiment, j'aime beaucoup cela. Et je pense que c'est aussi un des buts du cinéma, ajouter de l'espoir. Et si l'espoir n'existe pas, alors il faut l'inventer, il faut le faire, le montrer aux gens pour que les gens l'adaptent, l'utilisent, et alors il deviendra réel. Je vais vous libérer parce que vous avez un train pour Cannes, pour le festival de cinéma. Une dernière question à ce sujet. Vous allez projeter une partie de Ground Zero, mais hors du circuit officiel, réservé aux professionnels. Vous regrettez que le festival n'ait pas souhaité organiser une projection. Pourquoi Ground Zero n'a pas été retenu? Ça, pourquoi je peux pas répondre pour eux. On peut supposer que, avec les déclarations qui ont été dites au moment de la conférence de presse, qu'il y a une certaine peur du côté du festival d'aborder ce sujet-là. Après nous, avec ce projet-là, la question c'est pas un projet qui a une base militante, c'est un projet qui permet de donner la parole à des gens qui sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Pour une fois, on a 1h30 de vie quotidienne sous cette guerre qui sont racontées par les gens qui la vivent. Et voilà, moi je trouve que c'est une bonne place, un festival international pour montrer ça. En plus, avec une volonté de faire vraiment du cinéma, on a vraiment, parfois on a demandé à faire retourner aussi des bouts de choses parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une qualité au bout. Donc c'est vraiment un projet cinématographique, donc je pense que ça avait toute sa place là-bas. Du coup, entre-temps, donc il n'y aura pas
projection spéciale, etc. Par contre, c'est vrai qu'on va quand même, et je remercie cette section-là, on va dire, du festival pour ça. On va pouvoir projeter ce qui est déjà prêt là au marché du film pour les professionnels. Donc ça va quand même nous permettre de faire connaître le projet. Et nous-mêmes, on a décidé aussi d'organiser notre propre événement pour faire connaître ce projet et pour faire un focus sur ces cinéastes et sur Gaza, quoi. Ce qui veut dire que Ground Zero finira par être distribué, par être vu, le but initial. Inch'Allah, comme on dit. Mais oui, le but, c'est ça. Là, on travaille à ça, effectivement. Maybe I can add something also. Je peux ajouter quelque chose? Je voudrais parler de Laura. Non, parce que quand vous travaillez sur ce genre de projet, vous n'êtes pas juste un producteur ou une productrice. Vous vous impliquez personnellement, vous donnez de votre personne à cette histoire. Vous êtes engagé dans ce qui se passe, vous entrez dans ce qui se passe. C'est pour ça que Laura, pendant la production de Ground Zero, produisait, écrivait. Elle était en contact avec les personnes à Gaza, aussi avec les Français de la post-production ici. Elle traduisait, elle montait des scènes qu'on a vues dans cette émission. Et puis il y a eu des amis palestiniens, arabes, français qui sont avec nous et qui soutiennent ce projet. Je ne donnerai pas les noms parce que c'est une longue liste. Vous êtes déçu par Thierry Frémaux, par le fait qu'il ne retienne pas votre film projeté? Écoutez, j'ai proposé ce projet à Cannes en espérant qu'il ferait une projection spéciale, qu'il ferait un événement, qu'il mette un peu de lumière. Parce que dans le passé, quand d'autres choses se sont passées dans le monde, par exemple en Ukraine, il y a 2-3 ans, on a vu le président du festival qui a fait un long discours à ce propos. Donc j'ai pensé, même sans question d'identité, considérez-nous comme des humains partageant ce monde et considérez les catastrophes qui nous affligent partout ici et là. Et les festivals comme ceux de la taille de Cannes, ils doivent réagir. Je ne leur demande pas de réagir politiquement, non. Je parle de cinéma, je parle de cinéaste gazaoui, je parle de cinéma artistique de haute qualité qui vient de Gaza. Partageons-le avec le reste du monde. Des fois, vous savez, je ne veux pas être trop ironique, mais des fois, je me sens mal pour eux. S'ils veulent ignorer ce qui se passe chez leurs voisins, c'est impossible en fait. La plupart des cinéastes qui viennent à Cannes savent ce qui se passe, ils suivent l'actualité, c'est dans leur tête, c'est dans leur cœur même. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Donc j'en rigolais avec mon ami hier en lui disant si Cannes ne veut pas venir à Gaza, Gaza viendra à Cannes. Pas de souci. On va se quitter sur ces mots, sur ce rappel à notre humanité commune. Merci Rachid Macharaoui. Merci for you. Merci pour vous. Merci. Mediapart also. Thank Merci you. Laura Nikolov. Merci de nous permettre de faire passer la parole et le regard de ces cinéastes, faire parler du projet. Merci. Longue vie à Ground Zero. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous.